Bon, pour le plaisir d'être désagréable, je vais commencer par critiquer le sujet qui me paraît partiel ou tronqué, c'est-à-dire l'Union européenne contre la démocratie. En fait, pour moi, le sujet, il serait mieux posé, mais c'est vraiment pour le plaisir d'être désagréable. C'est est-ce que l'Union européenne est compatible avec les revendications des Gilets jaunes? C'est ça qui m'intéresse. Bon. Et en fait, les revendications, bon, tout le monde l'a compris, sont deux ordres, injustice fiscale et sociale, et puis le problème démocratique. Donc c'est pour ça qu'en fait, ça ne prenait pas en cause dans la manière dont le sujet est posé, l'injustice fiscale et sociale, mais en fait les interventions évidemment ont irrigué parce que l'un ne va pas sans l'autre. Alors, l'UE contre la démocratie, je vais commencer par citer mes modèles de pensée. Donc il y a Jean-Claude Juncker, qui a été cité, le président de la Commission européenne, donc, qui nous explique qu'il n'y a pas de démocratie contre les traités européens. Bon, ça vous donne déjà une idée un peu particulière. Et puis alors il y a mon autre modèle, Jacques Attali, qui lui est encore plus clair. Il vous dit: ah mais vous n'avez pas compris, en fait il y a la démocratie et à côté il y a le progrès. Alors le progrès, du coup, il s'inscrit, je sais pas dans quoi, une monarchie, une dictature, mais en tout cas c'est tout, mais c'est pas une démocratie, hein, le progrès. Hein. Alors ça, pourquoi on a eu un cas pratique, évidemment, de ce qu'on n'était pas en démocratie, puis avec le référendum de 2005, qui évidemment n'a pas été respecté, donc point de rupture démocratique. Mais là encore, c'est parce que vous n'avez pas compris, en fait. Et vous savez pas ce qui est bon pour vous. Arrêtez de réfléchir, enfin. Il y a des gens très sérieux, là, qui réfléchissent à notre place, et qui vous le disent. On est en train de construire l'Europe sociale. Bon, manifestement, vu où on en est, le projet a foiré. C'est clair. Alors, le projet a foiré parce qu'effectivement, les traités constituent la prison des peuples pour défendre une idéologie qui est l'idéologie dominante, dont on a déjà parlé, qui est l'idéologie néolibérale. Bon. Moi, j'aime pas le mot néolibéral, je l'ai déjà dit plusieurs fois, parce que finalement, dans l'opinion publique majoritaire, quand je parle à mes amis qui ont voté Macron, ils ne savent pas du tout ce que c'est l'idéologie néolibérale. Ils me regardent avec des grands yeux, puis ils me disent: mais attends, de quoi tu me parles? Dans le libéral, il y a quand même liberté. C'est quand même vachement mieux que la prison, donc vraiment, qu'est-ce que tu nous racontes? Bon. Donc je pense que pour décrire le réel, moi je préfère l'appeler la dictature des ultra-riches. Ça me paraît déjà beaucoup plus pertinent. C'est-à-dire que toutes les règles sont faites pour eux, et quand il n'y a pas de règles, le libre-échange, bah, c'est aussi pour eux, en fait. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, finalement, c'est pas démocratique. On le sait, de toute façon, ils nous le disent. Donc il n'y a même pas de débat, en fait, sur le sujet. Mais, à la limite, si, effectivement, ils faisaient des choses qui sont bonnes pour nous, on ne serait pas là. Donc pourquoi l'Union européenne est, comment dirais-je, profondément et par essence inégalitaire aujourd'hui? Et pourquoi elle nous empêche, en fait, de conduire une autre politique économique? C'est parce que, donc, il y a eu des délégations de souveraineté considérables qui ont été consenties par la France, et donc l'ensemble des pays membres, à l'Union européenne. Alors là, j'ai dit un gros mot, déjà, j'ai dit souveraineté. Donc, si vous êtes souverainiste, vous êtes nationaliste, vous êtes donc populiste, vous êtes donc fasciste. Ça, les médias sont à l'unisson. Alors, moi, je vous donne un truc, mais bon, je pense que je vais rien vous apprendre, mais bon, même quand vous ne maîtrisez pas un sujet, quand vous voyez tous les médias qui vont dans une direction, allez à l'opposé. A priori, je pense que vous n'allez pas vous tromper. Et c'est tellement vrai quand même que De Gaulle, qui est cité par tous les partis aujourd'hui en exemple, l'héritage qu'il a laissé aujourd'hui quand même est largement positif. Bon, il nous disait quand même très clairement que pour lui, la démocratie se confondait exactement avec la souveraineté nationale. Donc c'est quand même délirant qu'aujourd'hui, quand vous expliquez quand même que la souveraineté c'est un élément essentiel et qu'il faut le défendre, qu'on vous explique que vous êtes fasciste. De Gaulle disait l'exact contraire. Alors, je rentre un peu dans la technique. Quelles sont les délégations de souveraineté qu'on a consenties? Budget, monnaie, politique commerciale. Alors, le budget, c'est une question essentielle parce que c'est le cadre qui contraint tout
dans l'acceptation des politiques ou la volonté de nous faire adhérer aux politiques qui sont menées depuis des années, puisqu'on vous explique, il y a la dette, mon Dieu, on est à 100% du PIB, vous vous rendez pas compte, vous n'êtes pas des gens sérieux, il y a le déficit, et donc il faut absolument gérer ce problème. Donc il ne faut pas qu'on dépasse 3% du PIB pour notre déficit. D'accord. Alors, je voudrais donner une explication pédagogique parce que, et s'il y a des députés En Marche d'ailleurs qui nous écoutent, je pense que ça pourrait leur servir, parce que sur les plateaux, ils emploient toujours indistinctement le terme de dette publique et de déficit public. Je pense qu'ils ne savent même pas la différence en fait. C'est fondamental. Et c'est très simple. Le déficit, c'est tout simplement la différence entre les recettes et les dépenses de l'État sur une année. Et la dette, c'est tout simplement l'accumulation des budgets d'année en année, et donc des déficits, puisque depuis 40 ans, nous sommes en déficit. Donc aujourd'hui, on a un déficit qui est à peu près 75 milliards d'euros par an, et en les accumulant depuis 40 ans, on en est arrivé à 2350 milliards d'euros. Et donc on nous explique que une règle saine de gestion budgétaire, c'est de ne pas dépasser 3% de déficit. Et on vous dit donc qu'il faut réduire le déficit. Mais quand on vous dit réduire le déficit, on ne vous dit pas de faire en sorte qu'il n'y ait plus de déficit. On vous dit qu'il faut le réduire. C'est-à-dire qu'au lieu de perdre par an 70 milliards, on va essayer d'en perdre 60 ou 50 ou 40. Mais on va en perdre encore de l'argent. Donc on augmente la dette en fait. Vous êtes des rigolos en fait, vous là. Vous portez des costumes à 3000 €, mais à chaque fois qu'on va faire une dépense, vous nous dites hop hop hop, il y a la dette. Mais à côté, vous nous expliquez que vous gérez ça super bien parce que tous les ans on augmente la dette. Parce que c'est ça que ça veut dire, en réalité. Et cette règle, elle est évidemment stupide. On ne gère pas un État sur une année. Je veux dire, l'État qui a un budget de 320 milliards de dépenses et 240 milliards de recettes par an, on ne va quand même pas faire des plans à un an. Les grandes entreprises, elles ne font pas des plans à un an. Quand elles font des business plans, elles font des plans à 3, 5, 10 ans. Donc un État, ça doit être pareil. Donc le sujet, c'est pas de savoir si l'année prochaine, je fais que 3% de déficit. Le sujet est de savoir comment, à terme, je fais pour être au moins à l'équilibre. Bon. Pour ça, il y a peut-être une donnée assez simple à prendre en compte. On a 6 millions de chômeurs. Donc, on a peut-être là une ressource pour créer de la valeur, donner du travail, créer donc des cotisations sociales, créer de la consommation, créer du paiement d'impôts, et donc augmenter les recettes de l'État. Donc ça nécessite peut-être que pendant 2 ou 3 ans, oui, on va dépasser les 3% de déficit, c'est-à-dire qu'on va investir dans l'économie pour la relancer, et une fois qu'on a remis les gens au travail, à ce moment-là, on a augmenté nos recettes, et donc là, on peut arriver à l'équilibre. C'est ça, avoir une vision sérieuse, en fait, de l'économie. Donc cette règle, elle est absolument absurde, et évidemment, il faut s'en affranchir. Mais à la limite, là, je vous dis, ce serait presque un point de détail. Il y a 2 autres points. Le deuxième, c'est la monnaie. Alors la monnaie, je vais aller très vite parce que si on rentre vraiment dans le détail, très franchement, on peut y passer 3 heures à expliquer le mécanisme de la création monétaire, mais globalement, le deuxième poste de dépense de l'État, c'est les intérêts de la dette publique. Donc le premier poste de dépense, c'est l'éducation nationale, 65 milliards. Je donne les chiffres tout le temps parce que moi, je ne veux pas que cette question des chiffres en milliards, on laisse ça à nos pseudo-experts. Ça ne doit pas faire peur, les milliards. Évidemment, je suis incapable de me représenter sur une feuille de papier ce que ça peut représenter, mais il suffit de mettre les chiffres en rapport les uns avec les autres. Donc éducation nationale, 65 milliards. Deuxième poste de dépense, les intérêts de la dette, 40 milliards. Bon. Eh bien ça, c'est dû au fait que l'article 123 du traité de l'Union européenne, il interdit aux États membres d'emprunter directement auprès de la Banque centrale européenne ou auprès des banques centrales nationales. C'est-à-dire que si on a la possibilité de se financer directement auprès des banques centrales, on emprunte à taux 0. Voilà. Et ça, pour ceux qui n'y croiraient pas, alors il faudrait 3 heures de conférence, mais je vais vous donner un truc simple, c'est que si on l'a écrit pour l'interdire, c'est qu'en pratique c'est possible. Hein. Vous voyez, il n'y a jamais personne, il n'y a pas une loi qui a interdit à un être humain de se transformer en extraterrestre, enfin vous voyez, on ne va pas interdire des choses matériellement impossibles a priori. Donc c'est possible. Et donc, ça produit 2 conséquences. La première, c'est qu'on paye donc des intérêts là où on pourrait ne pas en payer. Et la deuxième conséquence, beaucoup plus vicieuse,
c'est que du coup, on est obligé d'emprunter, de se financer sur les marchés financiers. Et donc, si nous ne menons pas une politique conforme à leurs intérêts à eux, ils nous menacent d'augmenter nos taux d'intérêt à nous. Et c'est exactement ce qui s'était passé avec la Grèce, qui, sous la menace des sanctions, en particulier financières, s'est vu imposer un régime austéritaire absolument drastique qui a vu l'économie grecque s'effondrer. En fait, pour vous donner une image sur la monnaie, parce que c'est la chose délirante, c'est que on a construit ce truc-là totalement à l'envers. Aujourd'hui, vous avez même des prix Nobel d'économie comme Joseph Stiglitz, qui est un Américain, donc qui a un regard plutôt extérieur, qui au départ est plutôt un libéral. Il vous explique, non mais marche sur la tête, l'euro ça peut pas marcher, c'est pas possible. Et Christine Lagarde nous dit d'ailleurs qu'aujourd'hui on a un point, en prochaine crise financière, a priori l'euro ne pourra pas survivre. C'est vous dire, en fait ce qu'il faut comprendre, c'est globalement effectivement l'euro il est adossé sur le Deutsche Mark, et qu'en fait, nous les Français on chose du 45, sauf que l'euro c'est du 42. Et on nous explique, mais non mais marcher avec du 42, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. La monnaie, c'est un outil, c'est pas une fin en soi, c'est pas une religion. En fait, là, on est en train, dans l'Union européenne, de mener une politique pour sauver l'euro. Mais c'est pas le sujet, nous, on ne veut pas sauver l'euro. La monnaie doit être là pour servir une politique, justement, économique. Donc on a renversé les choses, et c'est la raison pour laquelle, en fait, pour sauver l'euro, on est obligé d'être dans des politiques de compression des salaires, et donc c'est ce qui explique, en fait, la déstructuration, notamment, du marché du travail, etc., etc. Je rentre pas dans le détail, je pourrais effectivement passer 30 minutes sur la réforme du Code du travail, hein, c'est mon truc, mais bon, je reste dans le sujet, je reste discipliné. Alors, troisième sujet, la libre circulation, effectivement, des capitaux, des marchandises et des personnes. Bon, je m'attarde sur trois choses. On vit dans un monde totalement absurde. On a donc, avec cette libre circulation, les grandes entreprises installées dans les pays développés qui, depuis des années, délocalisent dans les pays de l'Est à bas salaire pour réduire leurs charges structurelles et donc augmenter leurs marges. Dans le même temps, on a ces citoyens des pays de l'Est qui viennent travailler dans les pays développés via la directive travailleurs détachés, qui fait qu'on ne va pas payer, les employeurs qui vont les embaucher ne vont pas payer le niveau de cotisation sociale du pays de résidence, mais les cotisations sociales au niveau décidé par leur pays d'origine. Donc vous créez en plus une concurrence évidemment totalement faussée entre les salariés français et les salariés donc, détachés. Et puis, on a une évasion fiscale qui se fait au sein même de l'Union européenne avec des paradis fiscaux bien connus comme l'Irlande et le Luxembourg, hein, dont aujourd'hui eh bien, son ancien Premier ministre est le président de la Commission européenne. Et puis on a finalement cette espèce de concurrence fiscale où du coup on nous explique qu'il faut baisser nos taux d'imposition parce que par rapport à nos concurrents, eh bien, on n'est pas attractif. On n'est pas attractif. Pas attractif, d'accord. Mais vous êtes conscient que c'est une course sans fin votre truc en fait. Dire à la limite on se met tous à zéro. Et puis comme ça on va tous être super attractifs hein, à ce moment-là. Bon, il n'y a plus de recettes, hein, mais parce que c'est une course sans fin. Je veux dire, quand on se sera aligné sur l'Irlande à 12, bah, l'Irlande se mettra à 8, et puis du coup nous on se mettra à 8, puis ils se mettront à 4, et ça ne s'arrêtera jamais votre truc. Et puis ça sert à quoi d'être attractif quand vous voyez que la politique qui est conduite, finalement, ne sert que les intérêts des ultra-riches, les banques, les assurances, les multinationales. Quand vous voyez qu'en France, en 1996, les 500 familles les plus fortunées de France comptait pour 6,7% dans le PIB français. C'était déjà pas mal quand même, 500 familles. En 2017, elles sont passées à 25%. En 2018, à 30%. Alors c'est vrai que moi, spontanément, la question que je me pose, oh là là, mais est-ce que ces familles étaient malheureuses en 1996 ? Pas encore eu la réponse à ma question. Mais voyez qu'en fait, on est dans une politique qui est fixée, qui en fait nous dit il faut la croissance, oui mais la croissance elle ne bénéficie qu'à quelques-uns et elle condamne à l'austérité tous les autres. Donc moi si c'est avoir la croissance mais qu'il y ait ces 500 pleu-pleu qui en bénéficient, je vois pas en quoi ça va changer la fin de l'histoire. Donc voilà la raison pour laquelle, si vous voulez, en définitive, les trois piliers budget, monnaie et politique commerciale dont on s'est séparé fixent cette politique européenne et qui, contrairement
à son nom, en fait, c'est pas l'Union européenne, c'est la désunion européenne. On est en train d'organiser en fait les conditions d'une concurrence libre, mais totalement faussée, alors que les traités nous expliquent que c'est la concurrence libre et non faussée. Donc en réalité, c'est la jungle, et au lieu de créer les conditions de la coopération entre les États, on les a mis en concurrence les uns avec les autres dans des conditions qui ne sont pas saines, puisque vous avez des niveaux de développement économique et de disparité de législation qui font cette concurrence qui n'est pas saine. Et qui amène du coup à l'idée de la guerre, parce qu'en fait, on fait s'affronter les États les uns avec les autres, et on monte les peuples les uns contre les autres. Donc c'est extrêmement inquiétant, problématique, et évidemment, quand vous avez des signaux tels que le Brexit ou la montée des partis nationalistes d'extrême droite dans certains pays de l'Union européenne, on voit bien que la marche de l'histoire, elle est quand même pas très rassurante. Alors je ne résiste pas à l'envie de vous raconter une anecdote où j'avais participé il y a un an et demi, peu importe, à une espèce de dîner de réflexion à Rouen qui réunissait un peu petite bourgeoisie provinciale, etc. Et bon, le sujet m'intéressait parce qu'il y avait une personne qui était mandatée par la Commission européenne pour travailler sur le Brexit. Alors le type, manifestement, il était très intelligent, il n'y avait pas de difficulté. Alors il se posait, il raisonnait dans une toute petite boîte en fait. Il était bloqué dans la petite boîte. Puis alors ils se sont posé des questions vraiment fascinantes. Par exemple, comment ils allaient faire le jour du Brexit pour le train qui partirait à 23h40. Ah oui. Quand il part, il a le droit d'arriver, il n'y a pas de contrôle. Mais quand il arrive, juridiquement, il aurait fallu qu'il y ait un contrôle. Bon, moi j'avais proposé que si avec ça, limite, on le supprime ce train-là, hein, et on n'aura pas ce jour-là. Je ne sais pas si ça peut résoudre la question, mais bref. Et alors, on avait la possibilité d'intervenir vraiment en 30 secondes. Et donc, 30 secondes, voilà, j'essaie d'expliquer, parce qu'il nous disait, bon, on a bien compris que l'Union européenne, là, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut qu'on la réoriente. Oh, je me dis, chouette, ça y est, là, on va parler des sujets d'intégration. Il me dit, attention, attention, il y a un postulat de départ, on ne change pas les traités. Donc, je lui explique en 30 secondes ce que j'ai essayé d'expliquer là, sur le fait que le problème, c'est les traités, en fait. Alors je me dis, bon, je vais avoir un type quand même, là, on va disputer, quoi. Et là, il me dit, ah, mais vous avez totalement raison. D'accord, ok. Bon. Mais il me dit, ah, mais c'est la règle de l'unanimité, donc on peut rien faire. Voilà. Donc j'ai un type tout à fait sérieux, et qui m'explique qu'effectivement, il a parfaitement conscience que le train, il est lancé à pleine vitesse dans le ravin. Mais non, on va pas essayer de le ralentir, on va pas essayer de le faire changer de direction. On y va tout droit. Voilà, si vous voulez, le niveau de dogmatisme et d'idéologie, en fait, et d'aveuglement qui accourt dans les personnes qui sont en responsabilité. Donc, il faut évidemment s'affranchir de ce carcan européen. Alors, sur la question de la stratégie, je suis un peu en difficulté à chaque fois parce qu'il y a tellement de mots étiquettes maintenant par les différents partis qui ont développé des théories sur le sujet. Dès lors vous commencez à mettre un mot là, ah ça y est, il est ça, un mot là, ah non, en fait il est ça, bon. Je voudrais dire que moi j'essaye d'avoir une chose simple. Mettons-nous tous d'accord sur l'idée que ces traités, on n'en veut plus. Ou cette Union européenne telle qu'elle fonctionne actuellement, on n'en veut plus. Après, moi j'ai une approche, je veux dire, je ne suis pas un politicien, a priori, d'ailleurs je vous le confirme, je suis candidat à rien. J'ai pas de programme politique, je suis pas dans la position de celui qui vient vous dire moi j'ai un programme, j'ai bien réfléchi et je sais exactement ce qu'il va faire, venez mes petites brebis, tout va bien se passer. Parce que c'est quand même ça, évidemment, l'approche de ceux qui sont aux élections, faut qu'ils vous rassurent. Moi je suis pas là-dedans, je suis pas là pour vous rassurer, on est là pour réfléchir. Donc je me pose des questions, j'écoute tout le monde et j'essaye de me dire, de sélectionner ici ou là les idées qui me paraissent pertinentes. C'est ça mon approche. Donc je suis dans une logique de séminaire quand je parle de la stratégie de sortie. Alors, il y a à mon avis une chose très claire, la règle de l'unanimité fait qu'il est impossible de considérer qu'on arrivera à changer les règles de l'Union européenne avec l'accord unanime des 28 pays membres. Ça c'est évident. Après, il y a une autre donnée à prendre en compte. On ne fait pas l'Union européenne sans la France. La France est la deuxième puissance économique de l'Union européenne. Donc, vous
voyez qu'on a une contradiction là, entre le droit et les rapports de force économiques qui se jouent. Et je pense qu'en fait, à partir du moment où on va mettre le pied dans la porte de dire, écoutez, nous, ces règles-là, on n'en veut pas, mais il y a d'autres pays qui vont peut-être se dire, ah bah, nous, on veut aller avec les Français. On veut continuer avec les Français. Il y a d'autres pays, à commencer par l'Allemagne, qui, a priori, eux, vont pas vouloir nous suivre du tout. Parce qu'en fait, on a une opposition, le couple franco-allemand, c'est que dans l'esprit de Macron d'ailleurs, c'est même pas dans l'esprit de Merkel. L'Allemagne, il protège les intérêts de l'Allemagne. On aimerait bien que Macron il protège les intérêts de la France. Ce serait bien, sans brader par exemple notre siège au Conseil de l'ONU. Et donc après, il y a le terme Frexit. Alors il y a mon voisin, il dit Frexit de gauche. Alors je suis d'accord, moi, ni avec Frexit, ni avec gauche. Donc, mais sur le contenu, on en a parlé, on est plutôt d'accord. Bon, j'aime pas le terme Frexit déjà parce que c'est du franglais, et que moi j'aime bien le français. Donc, bon, c'est un petit argument, mais quand même, je préfère. Quitte à dire sortie de l'Union Européenne, mais bon, Frexit, j'aime pas trop. Après, je pense surtout qu'en fait, le Frexit, en termes de communication, on n'est pas tous au même niveau là d'émancipation et de conscience par rapport à l'Union Européenne. Et dire Frexit, pour moi, dans l'opinion publique aujourd'hui, c'est un repoussoir. Alors, dire aux gens, il faut essayer de les amener, en fait, à comprendre, en expliquant de manière pédagogique pourquoi l'Union Européenne nous a servi et nous empêche de mener une autre politique économique. En gros, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de passer du point A au point Z. Il faut lui permettre de faire les étapes. Et donc dire Frexit, sinon t'as rien compris, c'est pas très constructif en fait. Vous êtes juste en train de lui dire moi j'ai compris que c'était le Frexit, c'est ça la solution, et puis je t'explique pas parce que je te dis que toi t'es un abruti. C'est quand même ça la démarche. Non, enfin, du coup, si on veut essayer d'être constructif, il faut tendre la main et donc essayer d'expliquer les raisons pour lesquelles il va falloir se sortir de ce carcan. Mais moi je propose en l'état qu'on priorise les combats, qu'on ne se divise pas entre nous, quand déjà on est tous d'accord sur le fait qu'il faut s'affranchir d'une manière ou d'une autre des règles de l'Union Européenne. Si on est 80% demain à être d'accord, bon, on aura déjà fait un pas énorme. Bon. Je termine simplement rapidement parce qu'on m'a fait signe, mais sur les élections européennes parce que la question se pose, et puis qu'en plus je suis pas d'accord avec mes voisins. Alors, Macron, effectivement, il vous dit vous n'avez pas le choix parce que c'est moi ou le chaos. Moi, franchement, vu la situation actuelle, d'après la voté Front National. Alors, la démarche, mais je vais aller au bout de la démonstration. Il est évident que Macron, il veut se servir de cette élection pour refonder sa légitimité en disant « je suis premier, regardez, donc je suis légitime à conduire ma politique ». Alors, y compris mes voisins, ils ont des arguments qui se tiennent. Mais, quand même, je vais caricaturer un peu, mais je trouve que c'est un petit peu défendre la pureté des principes. Moi, je pense que nous sommes en guerre. Et quand on est dans la guerre, parfois, il faut savoir agir salement. Alors, je ne vous dis pas qu'on va faire un acte pur. Mais moi, je pense qu'il faut aller voter, tout sauf Macron. Tout sauf Macron parce que, peu importe pour qui vous votez. Donc, j'appelle pas, moi, à voter Front National. Chacun vote ce qu'il veut. Je m'en moque, tout sauf Macron, uniquement pour une chose, c'est qu'on sait que se mobilisent aux élections, en particulier aux élections européennes, les classes moyennes supérieures et les retraités, c'est-à-dire très largement l'électorat d'Emmanuel Macron. Donc plus on va maximiser la participation et plus mécaniquement on va faire baisser le score d'Emmanuel Macron. Et donc moi, effectivement, je ne considère pas du tout comme neutre dans le combat qu'on mène aujourd'hui et depuis 6 mois, qu'il obtienne 15% plutôt que 30%. Moi, je préfère qu'il obtienne 15%. Comme ça, on le ridiculise.
En fait, voilà, j'en fais pas un objectif majeur, mais franchement, tous les moyens sont bons pour essayer de lui coller une tarte, quoi. Voilà, j'ai envie. Et donc je conclus. J'ai Félix qui me dit, bon ça suffit, je vais te tuer. Donc je conclus, mais enfin, la première intervenante, alors... T'en es à combien là? Bon, je conclus simplement en vous disant qu'ils ont peur, d'accord. Ils savent que le processus révolutionnaire, il est engagé. Même Jacques Attali l'a reconnu. Vous voyez, j'arrête pas de le citer à tout bout de champ maintenant. Et donc, ils ont peur effectivement parce qu'ils ont compris qu'une vague s'était levée et que rien ne pourra l'arrêter. Et donc, je cite, parce que je conclus toutes mes interventions avec la citation qui me guide depuis le début du mouvement, c'est Victor Hugo. Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu, et le temps est venu.